Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet que je n'ai pas fait depuis un petit moment il me semble, le sujet des légendes urbaines. Tu connais le bail, des légendes qui sont soit vraies soit fausses, si elles sont vraies on est foutu, si elles sont fausses, bah ça nous met des petits frissons, ça nous laisse un petit peu imaginer certaines choses, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont des légendes que j'ai trouvées très intéressantes, assez intéressantes pour vous les partager. Il n'y a pas de thème particulier, ça va pas être que des légendes autour de fantômes, autour de famille, autour d'école, ça va être un peu mix. J'aime bien quand c'est comme ça on voit différentes choses, et c'est, ma foi, plutôt cool. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce qu'on peut me jeter la pierre pour ça? Peut-être. Est-ce qu'on peut demander à ce que je me fasse guillotiner sur place? Là, tu vas un peu loin. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble ces fameuses légendes urbaines. On va commencer cette série d'histoires en parlant d'un orphelinat. Il y avait un couple nommé Johann et Katharina Sprunger qui vivaient dans l'Indiana. Sauf qu'il leur est arrivé un couac, c'est que leur fille et leur fils sont décédés dans des circonstances mystérieuses. Très attristés par ce drame, ils décident de consacrer leur vie pour la bonne cause et d'ouvrir un orphelinat. Ils ont appelé leur orphelinat l'orphelinat de la lumière de l'espoir. J'aime bien. Sauf que malheureusement en 1899, l'orphelinat a pris feu et 3 orphelines sont décédées brûlées par les flammes. Décidant d'aller de l'avant, le couple décide de déménager dans l'Ohio et d'ouvrir un nouvel orphelinat. On est en 1903 et cette fois-ci l'orphelinat il va porter un nom moins joyeux que la lumière de l'espoir, il va porter le nom de l'orphelinat Gore. Grosso modo l'orphelinat du sang. Je sais, t'as pas forcément envie de passer ton enfance là-bas. Dans cet orphelinat il y avait du monde, environ 100 enfants, garçons et filles confondus. Et cet orphelinat, c'était pas un endroit très joyeux. De nombreuses rumeurs disaient que les enfants en ce lieu étaient maltraités. Effectivement, ceux qui avaient passé leur jeunesse là-bas disaient qu'ils avaient été abusés, qu'ils avaient été négligés, que certains même avaient été réduits à l'état d'esclaves. Par exemple, pour vous donner une idée des choses horribles qui auraient pu se passer là-bas, c'est que Madame Sprunger, Katharina, cuisinait des têtes de vaches ainsi que des boyaux, et elle forçait les enfants à les manger. Le mari, lui, battait les enfants, au point que le corps de ses victimes était parsemé de bleu et de sang. Il avait aussi l'habitude de vendre certains enfants à des fermiers du coin pour qu'ils soient leurs esclaves. Les enfants habitant dans l'orphelinat avaient le droit de se laver toutes les 2 semaines et ils devaient se laver tous en même temps, ce qui fait que ce n'était pas forcément très propre. Et pour l'intimité, on repassera. Les chambres où dormaient les enfants étaient infestées de rats qui avaient fait des trous dans les matelas et qui mordaient les jeunes enfants pendant qu'ils dormaient. Vous vous doutez bien que les enfants ils aimaient pas trop rester dans cet orphelinat. Du coup, nombreux sont ceux qui ont essayé de s'enfuir. Certains ont réussi en traversant une rivière et en trouvant refuge chez des personnes bien plus accueillantes que ceux qui tenaient cet orphelinat de la mort. Une nuit froide de décembre en 1923, l'orphelinat a pris feu. Tiens, ça semble quelque chose de récurrent. Personne ne sait comment le feu s'est déclaré, d'où il est venu. Certains disent que ce sont des enfants qui ont fait tomber une lanterne. D'autres disent que c'est carrément Monsieur Sprunger qui, ayant une haine féroce envers les enfants, a déclenché cet incendie. Il espérait, en plus de ça, toucher de l'argent venant de l'assurance pour pouvoir s'enrichir personnellement. Cette fameuse nuit, l'orphelinat a brûlé de toutes parts, emprisonnant entre les flammes les jeunes enfants qui s'y trouvaient. Et bien que certains essayaient de s'enfuir, ils étaient d'ores et déjà condamnés, les flammes se répandant de pièce en pièce et bloquant toutes les issues. On pouvait entendre de l'extérieur du bâtiment les cris de désespoir des jeunes enfants prisonniers. Et les flammes ont consumé le bâtiment, jusqu'à ce qu'on n'entende plus aucun bruit. On dit que 100 enfants auraient perdu la vie dans cet incendie. Mais depuis cette nuit-là, des gens disent avoir vu des étranges phénomènes autour du lieu qui était autrefois l'orphelinat Gore. Ils voyaient des apparitions, des visages fantomatiques, précisément à l'endroit où la bâtisse se tenait. On dit que si on se rend sur place de nuit, on pourrait entendre les cris des enfants qui étaient emprisonnés par les flammes la fameuse nuit de décembre. On pourrait entendre les voix qui appellent à l'aide, et on pourrait même sentir une odeur de chair brûlée. Et bien qu'aujourd'hui, là où se tenait la bâtisse est maintenant un terrain vague, on pourrait toujours entendre des bruits de portes qui s'ouvrent et se ferment, des bruits de pas comme si quelqu'un marchait sur du parquet. On pourrait également voir, accroché à un arbre, un enfant pendu qui fait des va-et-vient au gré du vent. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est joyeux. Ça, c'est une belle histoire à se raconter. Je pense le soir de Noël, tu racontes ça, tu mets une ambiance parfaite. Tout le monde sera super content après. Ce sera vraiment la joie
immense. Blague à part, c'est une histoire horrible. Si effectivement tout ce qui est raconté est vrai, c'est horrible. Et justement, tout ce qui est indiqué dans l'histoire nous amène à penser quelque chose, peut-être que vous y avez déjà pensé, c'est que peut-être les enfants du couple qui ont bâti ces orphelinats, on dit qu'ils sont morts dans des circonstances mystérieuses. Les circonstances semblent être moins mystérieuses quand on connaît un petit peu ce qui s'est passé derrière, quand on voit un peu la personnalité du père, du coup, et de la mère, on peut carrément se dire qu'en fait ces enfants sont morts à cause de leurs parents. Là, quand on entend tout ça, il n'y a plus trop de doute possible. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Si tu souhaites ouvrir un orphelinat, est-ce que tu dois passer des tests psychologiques pour montrer que t'es pas un décérébré, un mec ou une femme totalement tarée? Parce qu'à ce moment-là, si c'est pas le cas, tu te dis des gens qui aiment un peu trop les enfants, des gens qui détestent les enfants, à contrario, peuvent ouvrir un orphelinat et ils pourraient maltraiter les enfants plutôt facilement. Je pense que c'est quand même relativement encadré. En tout cas, sur ces belles paroles, on va passer à la seconde légende urbaine. Dans cette légende-là, on va parler d'une tour qui porte le doux nom de la tour du diable. On dit qu'au New Jersey, il y aurait une grande tour de style gothique faite de pierre. Les gens qui vivent proches de ce lieu appellent cette tour la tour du diable. Selon ce qu'on dit, selon la légende, elle aurait été bâtie dans les années 1900. Celui qui aurait commandité la création de cette tour était un homme qui avait des plantations, un homme fortuné, du nom de Manuel Rianda. Il s'était bâti un manoir et il avait bâti également cette tour pour que sa femme puisse admirer en haut de cette tour le paysage. Une nuit, alors que cette fameuse épouse était en train d'admirer le paysage en haut de celle-ci, elle a aperçu son mari, Manuel, avec une autre femme. Ça pue. Surprise de voir cela, elle n'a pas fait attention à ce qui l'entourait et elle est tombée de la tour, décédant sur le coup. Manuel, lui, a été dévasté par la mort de son épouse. Il s'en voulait énormément, en plus de ça, de l'avoir trompée. Il a donc fait démolir son manoir. Il avait prévu de démolir la tour également, sauf que ceux qui étaient en charge de la démolition de cette tour, ils décédaient dans des circonstances mystérieuses, empêchant la démolition de se faire. Manuel ne pouvait plus rester sur les lieux, est parti et a laissé la tour telle qu'elle, comme ça. Il l'a abandonnée et la tour, elle, est restée inoccupée et verrouillée. Des rumeurs ont commencé à se propager sur cette fameuse tour. Évidemment, beaucoup de lieux mystérieux sont sujets à ce genre de choses. Des rumeurs de malédiction, de hantise, on disait que cette tour était habitée par des choses qu'on ne pouvait expliquer, parce que des sons étaient entendus de l'intérieur de celle-ci. Ceux qui passaient proche de la tour disaient voir parfois une silhouette féminine, fantomatique, silhouette qui se trouvait en haut de la tour et qui observait les alentours. D'autres disaient que si on patientait autour de la tour de nuit, on pourrait voir une femme tomber du haut de celle-ci. Ça c'est chaud. Les années ont passé et les gens commençaient à appeler cette tour la tour du diable. Cette tour était considérée comme maudite et un petit rituel, vrai ou faux on ne sait pas, a commencé à entourer la légende de cette tour. On dit que si on fait le tour 6 fois de la tour, à minuit précisément, le diable nous apparaîtra. Et quand on parle du diable, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à certaines choses. Effectivement, vu qu'on dit que le diable pourrait se présenter à cette tour, des membres de culte satanique, des gens qui adorent le diable, se sont dit tiens, si on peut rencontrer notre idole, pourquoi ne pas y aller? Ces membres de culte satanique se sont donc appropriés les lieux et ils faisaient des séances de spiritisme, de satanisme, pour honorer le diable qui selon eux se trouvait dans la tour. Ils sacrifiaient des animaux en l'honneur du diable. Et la journée, des enfants qui allaient jouer comme ça à côté de la tour, ils retrouvaient les restes des fameux rituels sataniques. Ils retrouvaient des morceaux de chat, des morceaux de chien. Rien de très sain pour un enfant. On dit que le chef de la secte satanique avait prévu un sacrifice tout particulier pour la nuit d'Halloween. Il voulait organiser le sacrifice d'une jeune fille. Il voulait la sacrifier pour offrir son âme au diable. Les membres de la secte, totalement fous, ont commencé à rechercher qui serait leur victime. Ils sont donc allés voir dans les écoles alentours pour trouver qui serait la parfaite victime à sacrifier. Ils en ont trouvé une jeune fille du nom de Laura, qui se trouvait être, en plus de ça, celle qui avait été élue reine du bal de promo de l'école. Halloween arrive, les membres de la secte rôdaient autour de l'école de Laura pour l'enlever. Ils l'ont vue sortir de l'école, dire au revoir à ses amis et prendre la voiture pour rentrer chez elle, totalement seule. Ils l'ont suivie en voiture et juste avant que Laura n'atteigne son domicile, le van dans lequel se trouvaient les membres de la secte lui ont coupé la route pour l'intercepter et l'enlever dans son véhicule. Ils l'ont sorti de la voiture, ils ont attaché ses mains et ses pieds et ils l'ont jeté dans leur van. Cette nuit-là, alors que certains enfants toquaient à toutes les portes des différents quartiers pour avoir des bonbons, la police, elle, s'adonnait au même exercice, mais non pas pour avoir des bonbons, mais pour savoir si jamais ils n'avaient pas vu
la jeune Laura. Les parents de la jeune fille étaient à sa recherche dans les rues de la ville, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle, comme s'ils s'étaient tout simplement volatilisés. Ils étaient loin d'imaginer qu'une secte satanique l'avait pris pour cible. Le lendemain matin de cette fameuse soirée d'Halloween, des enfants comme ça arrivent fréquemment jouer aux alentours de la tour du diable, et ils sont tombés devant une horrible scène. Il y avait sur les murs de la tour des traces de sang partout, et sur une pierre se trouvaient des restes, les restes de la jeune fille qui avait été enlevée. Son cœur avait été coupé en deux, ses organes avaient été sortis de son corps, et la police a tout de suite été appelée. Ils ont mené une enquête. Ils sont partis à la recherche de la secte satanique, mais ils n'ont pas réussi à mettre la main, ne serait-ce que sur un membre. Plus jamais depuis ce jour nous avons entendu parler de la secte satanique, et depuis ce jour, on dit que si, maintenant, on s'aventure de nuit près de la tour du diable, on pourrait entendre une voix de jeune fille, qui nous supplierait de lui venir en aide. C'est là que cette histoire s'arrête. Sacrée histoire. Sacrée histoire. Après, de toute manière, dans ce genre d'histoire, dès que tu commences à mêler un peu les différents événements avec une secte satanique, tu sais que ça va partir dans des trucs assez chelous et très creepy. Ça donne pas forcément très envie d'aller voir cette tour de nos propres yeux. Après, ce qui est chose, c'est que c'est une tour qui existe vraiment. Et puis elle n'est pas forcément isolée d'une ville ou quoi que ce soit, elle est un peu au milieu comme ça, donc tu te dis tu peux passer à côté sans pour autant savoir ce que c'est. Après bon, je pense que les gens du coin ils sont au fait de cette légende, mais bon, comme ça si jamais vous vous aventurez dans le coin et que vous voyez cette grande tour, vous saurez qu'il vaut mieux pas y aller de nuit. Allez, on passe à l'histoire suivante. On va maintenant voir l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer une fille qu'il va trouver très jolie, et forcément ça va pas très bien tourner. Il y avait un jeune homme qui allait à l'université, et il a décidé de partir avec ses amis à Las Vegas pour le spring break. Tout le monde passait un très bon moment, ils faisaient la tournée des bars, ils buvaient verre après verre, donc ils étaient très joyeux. À un moment donné, le groupe d'amis s'est arrêté à un bar où un groupe de musique jouait. Eux qui étaient bien éméchés, chantaient en même temps que le chanteur, il faisait beaucoup de bruit, il se faisait un peu remarquer. Le jeune homme avait fini son verre quand une jeune femme magnifique est venue à sa rencontre. Ils ont commencé à parler un petit peu, et lui, il était surpris dans un premier temps qu'une femme qu'il trouve aussi jolie s'intéresse à lui, et du coup il était assez flatté. La jeune femme semblait vraiment très intéressée, vraiment elle semblait attirée par le jeune homme. Du coup, elle a invité le jeune homme à une autre fête, et lui, très content et ne voulant pas laisser passer cette chance, a accepté. Il a laissé ses amis dans le bar et il est parti à cette autre soirée en compagnie de la jeune fille. Il a suivi la jeune fille dans un appartement, en périphérie de la ville où il se trouvait, et quand il est arrivé à l'intérieur de l'appartement, il y avait déjà une fête qui était en cours. Il a continué à boire avec la fille, ils ont dansé un petit peu, ils ont parlé, une soirée classique. À un moment donné, la jeune fille a mis la main dans son sac et a sorti une petite sacoche. Elle l'a ouverte et elle en a sorti 2 pilules. L'une d'entre elles, elle l'a avalée direct, et l'autre, elle le propose au jeune garçon. Le jeune homme se dit que c'est de la drogue, il n'en prend pas habituellement, mais là il se dit, allez, je vais essayer. Il prend donc la petite pilule et il l'avale. Sauf qu'après, trou noir, c'est la dernière chose dont il se souvient. Le lendemain, il se réveille dans un hôtel qu'il ne connaît pas. Il sait que c'est un hôtel par rapport à la chambre, il regarde autour de lui, et il se rend compte qu'il est allongé, totalement nu, dans une baignoire qui est remplie de glace. Désorienté, il essaye de se rappeler ce qui s'est passé, comment il a fini là, sauf qu'aucun souvenir ne lui vient. Il était confus, il avait peur, et il avait mal. Il ressentait une douleur. Pendant qu'il regarde un peu son corps, il regarde la paume de sa main et il se rend compte qu'il y a quelque chose de marqué. Il y a marqué « Si tu ne veux pas mourir, appelle le 911 ». Et juste à côté de la baignoire se trouvait une table avec un téléphone. Il appelle le 911 et à la personne d'urgence qui lui répond, il explique ce dont il se souvient. Il dit qu'il ne sait pas où il est, comment il a fini dans cette chambre d'hôtel, mais qu'il a très mal. Et il mentionne du coup qu'il est dans une baignoire remplie de glaçons et qu'il y avait une note qui disait « Si tu ne veux pas mourir, appelle le 911 ». Et là, la personne qui est en ligne avec lui semble comprendre mieux que lui ce qui se passe. L'opérateur lui dit « Monsieur, faites ce que je vous dis. Sortez de la baignoire, regardez-vous dans un miroir et dites-moi ce que vous voyez ». Le jeune homme sort de la baignoire, il s'observe dans le miroir et il voit qu'il a des entailles sur le corps. Mais des entailles vraiment très longues et qui semblent être assez profondes. Il décrit tout ça à l'opérateur lui dit « Ok monsieur, maintenant retournez dans la baignoire, ne bougez pas, attendez, les équipes d'urgence vont venir vous voir ». Le jeune homme panique, il s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et l'opérateur va dire « Ne paniquez pas, mais la nuit dernière vous avez été drogué. Quelqu'un vous a retiré vos 2 reins. Il y a un trafic qui opère dans cette ville, un trafic d'organes, et il semblerait qu'on ait volé vos reins pour les revendre sur le marché noir. On dit aujourd'hui que le jeune homme qui s'est fait voler ses reins est toujours en attente d'un donneur d'organes, un donneur de reins, et qu'il vit encore sous assistance médicale.
C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, tout ça pour vous dire, petite morale, parce que je sais que ce genre d'histoire, bien qu'ici on prend ça comme une légende urbaine, bah c'est quelque chose qui arrive, hein, ça existe vraiment ce genre d'histoire. Après, on cherche pas forcément à voler des reins, on peut voler des yeux, on peut voler des poumons, on peut voler plein de choses. Et certains aussi, sinon, s'amusent juste à faire des expériences sur le corps. Ça peut être, je sais pas, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je coupais la jambe de quelqu'un comme ça, qui est inconscient. Donc bon, méfiance. Aussi charmant ou charmante que peut être un homme ou une femme qui vous aborde, n'acceptez pas un verre qu'on vous propose comme ça si vous ne la connaissez pas, n'acceptez pas également une pilule, mauvaise idée, parce que c'est possible que sinon le lendemain vous vous réveillez et pouf, vous avez plus de sgeg ou de jambes. Vous voyez ce que vous voulez, mais il vous manque un truc dans votre corps. En tout cas les amis, on en a fini pour ces légendes urbaines. Ce sont des légendes urbaines, je trouve, diverses et variées, qui étaient fort intéressantes. Je trouvais que c'était très cool comme légende. La dernière est assez glauque, hein, on va pas se mentir. Enfin, non d'ailleurs, elles sont toutes plutôt glauques. En tout cas, on va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? C'est glauque. Ça pourrait être, pour toutes, des histoires réelles. Parce que on évoque des petits aspects historiques, il semblerait qu'on ait des faits. Donc pourquoi ce serait faux? Bah ça, tu vois, genre il n'y a pas forcément de trucs où on te dit vraiment quelqu'un a vu un fantôme et tu te dis ouais ça semble un peu chelou. C'est toujours des trucs je trouve qui sont assez réalistes par rapport à d'autres légendes urbaines, donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Ce que je recherchais est bien là. Le mystère de te dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ça, tu vois, genre le doute subsiste et c'est ça que je voulais instaurer dans la vidéo. Je trouve que l'objectif est accompli, donc ça c'est cool. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces histoires en commentaire. Selon vous, est-ce que ce seraient des histoires vraies ou des histoires plutôt fausses? En tout cas, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!